Drame à Villiers-le-Bel, 7 personnes âgées sont mortes à l'hôpital. C'est une nouvelle fois la salmonellose qui est en cause. La chute d'un dictateur au Panama, le général Noriega, l'homme qui défiait les Américains, aurait été renversé par un coup d'État militaire. L'Allemagne de l'Est ferme ses frontières pour empêcher ses ressortissants de fuir à l'Ouest. Mais à Leipzig, les manifestants pour les réformes continuent. Suspense chez Peugeot, les discussions ont lieu à Mulhouse et à Sochaux, en ce moment même entre syndicats et direction. L'enjeu, ouvrir de véritables négociations. Bonsoir, c'est à l'hôpital Charles Richer de Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, que 7 personnes sont mortes depuis vendredi dernier. Toutes avaient été atteintes d'une intoxication alimentaire à la salmonelle, des bactéries qui provoquent la salmonellose. Tous les autres pensionnaires de l'hôpital ont plus ou moins été intoxiqués. Enquête tout de suite, Elisabeth Esley, Hervé Brusini. Les responsables de cet hôpital ne font aucun commentaire. Cela fait pourtant 4 jours que tout a commencé pour cet établissement où la moyenne d'âge des 696 pensionnaires est de 87 ans. L'intoxication serait due à un petit déjeuner ou un déjeuner servi le 29 septembre. L'Institut Pasteur, la justice enquête. D'ores et déjà, des familles mettent en cause les conditions d'hygiène, mais pour l'assistance publique, cette épidémie était quasi imprévisible. À ma connaissance, jamais en 27 ans, l'hôpital a 27 ans, c'est la première fois qu'il y a une telle épidémie. Aviez-vous des doutes sur la tenue de l'hygiène de vos cuisines, la conservation des aliments ou Nous n'avions pas de doute particulier, bien évidemment. Il y a des contrôles qui sont régulièrement faits et à cette occasion, et à juste titre, il y a un dépistage pour essayer de voir l'origine alimentaire quasi certaine avec des prélèvements, mais tout cela est en cours. Cette bactérie, la salmonelle, elle fait décidément beaucoup parler d'elle. 4 fois cette année, il y a eu des accidents dans d'autres établissements. C'est toujours par la nourriture qu'elle se propage et la maladie, la salmonellose, peut être très grave. Explication technique, précision médicale, Daniel Duigou. Avril 89, 250 élèves sont intoxiqués dans un lycée de Blois, mais plus de peur que de mal. Août 89, cette fois c'est nettement plus grave. 7 personnes âgées décèdent dans une maison de retraite à La Rochelle. En fin octobre 89, à nouveau 7 décès, encore des personnes âgées dans un hôpital de Pontoise. Cette fois, la cote d'alerte est atteinte en France. En cause, la salmonelle, une bactérie qui se loge dans l'intestin des poules et qui contamine le jaune d'œuf par l'intermédiaire de la coquille. Attention donc aux plats cuisinés à base d'œufs. Les premières manifestations sont fièvre, indigestion, vomissement. Une cure d'antibiotiques est en général suffisante pour traiter l'infection, mais la salmonelle peut être fatale aux personnes particulièrement faibles, comme les personnes âgées. Depuis quelques mois en France, c'est la mobilisation. Plusieurs dizaines de contrôles ont été effectués dans des élevages et aux frontières sur des œufs importés. En Grande-Bretagne, c'est déjà la guerre à la salmonelle. Selon un rapport publié en février dernier, la moitié des œufs anglais seraient contaminés. Un rapport qui confirmait les déclarations de l'ex-secrétaire d'État à la Santé, Edwin Currie, obligé alors de démissionner devant la réaction très violente des producteurs d'œufs. Le général Noriega n'aura pas tenu bien longtemps. Souvenez-vous, c'était au mois de mai dernier. Le dictateur du Panama venait de subir un échec aux élections. Comme son parti avait perdu ces élections, eh bien, Noriega les avait tout simplement annulées. Il en avait aussi profité pour museler l'opposition. 5 mois après, il aurait été renversé tout à l'heure par de jeunes militaires. Mais l'affaire prend une autre dimension lorsqu'on sait que Noriega est accusé par les États-Unis d'être l'un des principaux maillons du trafic de la drogue. Michel Monponté. C'était il y a tout juste un mois. Dans la voix du général Noriega, sûrement une des clés du coup d'État d'aujourd'hui. Voilà ma devise, dit-il. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après, non plus. Ce matin, 11h30, sûrement le bon moment pour les putschistes. 200 hommes du bataillon d'élite Urraca prennent alors d'assaut le quartier général de l'armée panaméenne. Coup de feu, explosion, la confusion est alors totale. Selon certains témoins, les putschistes auraient tenté d'enlever le général Noriega pour le remettre à la justice américaine. Elle le poursuit en effet depuis de nombreuses années pour trafic de drogue. Mais il ne s'agit là que de rumeurs fondées seulement sur l'acharnement qu'ont les Américains à voir partir du pouvoir l'homme fort de Panama. Acharnement
toujours resté vain. Malgré l'augmentation des pressions militaires américaines au Panama, Noriega se croyait indéboulonnable. 2 heures plus tard, communiqué laconique sur la radio nationale, le général Noriega a été destitué. Il avait passé l'âge de la retraite, une raison qui peut prêter à sourire quand on connaît le nombre de nos Panaméens ayant de bonnes raisons pour provoquer sa chute. Les élections truquées, c'était lui. Les élections ensanglantées, lui encore. L'opposition écrasée par la répression, lui toujours. Une dictature de Noriega chaque jour plus insupportable pour les Panaméens, bien sûr, mais aussi pour le grand voisin, les États-Unis. Voilà, et cette précision tout de suite des Américains au plus haut niveau, puisque c'est le président George Bush qui a affirmé tout à l'heure que la tentative de renversement de l'homme fort du Panama, le général Noriega, n'était pas une opération américaine. Bush l'a affirmé. Les réfugiés d'Allemagne de l'Est maintenant, cette fois c'est un raz-de-marée. Les ambassades de RFA à Prague et à Varsovie sont de nouveau envahies par des milliers d'Allemands de l'Est qui veulent passer à l'Ouest. Devant ce flot qu'ils ne contrôlaient plus, les dirigeants d'Allemagne de l'Est viennent de prendre 2 décisions. D'une part, tous ceux qui sont dans les ambassades à Prague et à Varsovie seront autorisés à se réfugier à l'Ouest. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que la RDA a fermé sa frontière avec la Tchécoslovaquie. On ne passe plus, on ne s'échappe plus. Et pendant ce temps-là, à Leipzig, les manifestations continuent. Gilles Rabin. Prague la nuit dernière, dans l'une des ruelles qui mènent à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest. Les policiers tchèques n'auront réussi à retenir que ces 2 enfants et leur mère. Jamais sa matraque n'aura paru aussi inutile à ce jeune policier. L'enfant qui ne comprend pas va s'appuyer dessus. Le policier va craquer. Pour cet Allemand et ses enfants, la liberté est au bout de la rue. Ils étaient 2000 hier soir, presque 3000 ce matin, 4200 cet après-midi, 5000 ce soir, réfugiés dans le parc de l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest. Toutes les tentatives de barrage dans les rues de Prague se sont révélées inutiles. Tout au long de la journée, les policiers ont bien tenté d'empêcher les Allemands de l'Est d'escalader ces grilles qui mènent à l'Ouest. En pure perte, les diplomates ouest-allemands sont intervenus à chaque fois pour qu'on libère les réfugiés. Tous vont pouvoir partir à l'Ouest par train spécial dès ce soir. L'Allemagne de l'Est a cédé de nouveau, sans doute après de fortes pressions de Moscou. Il fallait en effet trouver une solution d'urgence. Impossible pour Mikhail Gorbatchev, avec autant de réfugiés, d'aller célébrer dans 3 jours à Berlin le 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, d'autant que là-bas aussi tout bouge. 20 000 personnes ont manifesté hier soir à Leipzig, la 2e ville du pays. J'ajoute que dans un instant, nous serons en duplex avec Daniel Cohn-Bendit, qui est maintenant élu au Parlement de Francfort et observateur attentif de la vie politique allemande, dès que la liaison sera établie avec Francfort. Chez Peugeot, eh bien, on discute pour savoir si on va négocier. Toute la journée a été marquée à Mulhouse, à Sochaux et à Paris par des discussions discrètes mais réelles. Elles ont lieu même en ce moment, mais on ne sait pas encore à quoi elles ont abouti. Alors les conditions vont-elles être acceptées par tous pour commencer de véritables négociations? C'est la question. Françoise Joly. À quelques centaines de mètres de la forge, les locaux syndicaux. C'est ici que toute la journée, dans la plus grande discrétion, des échanges permanents ont eu lieu entre les syndicats et la direction de Peugeot. Un inspecteur du travail, très discret lui aussi, servant d'intermédiaire entre les 2 parties. Au centre des transactions, l'ordre du jour d'éventuelles négociations, la suspension ou l'annulation des sanctions et bien sûr l'évacuation ou non de la forge. En ce moment même, les syndicats sont toujours réunis. Difficile de savoir si un compromis interviendra ce soir, mais l'ouverture de négociations est très attendue ici à Mulhouse. Les grévistes entament leur 5e semaine de conflit. Aujourd'hui, ils ont touché ce qu'ils appellent leur salaire de grève, 500 francs chacun, grâce à l'argent collecté ces derniers jours. Voilà, à l'instant même, j'apprends les conditions posées maintenant par la direction. La direction de Peugeot a repoussé le délai pour l'évacuation de la forge à demain matin, 8 heures. Pour la direction, cette évacuation de la forge est un préalable absolu, obligatoire. En revanche, la direction accepte maintenant de discuter avec les syndicats de tous les autres points. Mais ces discussions, je vous l'ai dit déjà, nous vous l'avons dit, servent à ouvrir éventuellement des négociations.
2 agents de la SNCF inculpés d'homicide et de blessures involontaires dans la catastrophe de la gare de Lyon. C'était il y a 15 mois. L'accident avait fait, rappelez-vous, 56 morts. Les 2 inculpés sont le conducteur du train percuteur et celui qui veillait à la fermeture des portes du train percuté. Les 2 inculpations indignent bien sûr les syndicats de cheminots. Agnès Poirier. 56 morts pour un enchaînement de circonstances. C'est ce qu'avait conclu la commission d'enquête. Le 27 juin 88, une passagère tire le signal d'alarme dans le train Melun-Paris. La rame s'immobilise en gare de Vert de Maison. Quand le mécanicien redémarre vers la gare de Lyon, il croit les freins desserrés. En fait, la conduite générale de pression des freins a été fermée par mégarde. Seuls les freins de la motrice, vérifiés par le mécanicien, répondent encore. S'il avait suivi les recommandations du guide de dépannage, précise le rapport d'enquête, il aurait pu faire face à la situation. Mais ce texte, touchant à la sécurité, est précisément mal écrit, difficile à interpréter, précise la commission d'enquête. Le train dévale vers la gare de Lyon. Le mécanicien lance un appel radio aux aiguilleurs et ordonne aux voyageurs de se réfugier au fond de la rame. C'est le choc. À plus de 70 km/h, le train percute un autre convoi de voyageurs. Convoi qui aurait dû être parti depuis 2 minutes, mais le contrôleur, chargé de veiller à la bonne fermeture des portes, avait pris du retard dans son service. À l'annonce de l'inculpation du mécanicien du train percuteur et du contrôleur du train à l'arrêt, les syndicats se sont indignés. Pour nous, si responsable il y a, c'est la direction de la SNCF et les pouvoirs publics. Tout seul. Tout seul, parce que la politique qui est menée depuis des années et qu'on a appelée, nous, la politique du risque calculé, c'est bien la direction et les pouvoirs publics qui la mènent, ce ne sont pas les cheminots. Eux, ils la subissent. En signe de protestation, une grève de quelques heures à l'appel de la CFDT risque demain à la gare de Lyon de perturber le trafic. La surprise n'a pas eu lieu hier au Sénat. Tout le palais du Luxembourg frémissait d'une éventuelle défaite d'Alain Poher dans la course au perchoir, c'est-à-dire à la présidence du Sénat. Eh bien non, Alain Poher, 80 ans, a été réélu à ce poste avec l'opposition de ses amis et au contraire le soutien du RPR. Une péripétie qui n'enrichit pas, il faut le dire, l'image du Sénat. Véronique Saint-Oli. Les feux du Sénat brillent dans le vide. Les sénateurs ont la gueule de bois. Alain Poher, soutenu par le RPR, a gagné contre ses amis d'hier. Et l'UDF, divisé et déchiré, a tout perdu. Je crois que c'est dommage pour la vie démocratique du pays. Car qu'avait dit en définitive le corps électoral que nos candidats ont rencontré? Eh bien, essentiellement qu'il y ait un changement au Sénat. Mais voilà, les 3 groupes de l'UDF voulaient le changement à leur couleur. Les radicaux, les libéraux et les centristes ont discuté toute la nuit sans pouvoir s'entendre. Alors qu'en face, au RPR, la discipline de vote fonctionnait à plein. Mais les centristes aujourd'hui préfèrent tourner la page. Je ne crois pas à la révolution brutale. Je crois qu'on secoue un peu, pardonnez-moi ce terme, un peu le cocotier. Je suis convaincu que du jour au lendemain, ce qui est noir ne devient pas blanc. Je suis convaincu que ça laissera suffisamment de traces pour que l'on monte vers ce que nous souhaitons. Le Sénat survit, mais une silhouette familière dominait cette nuit les complots et les clans. De Gaulle, en son temps, avait condamné le Sénat. 20 ans plus tard, la rénovation échoue et Pierre-Christian Tétinger, candidat de la droite contre Poher au 3e tour, n'a plus d'illusions. Charles Pasqua ne voulait pas d'évolution et c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. 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 Mais c'est dommage. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les députés ont commencé la discussion de la loi de programmation militaire. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de consensus sur ce sujet de la défense en France. En effet, le projet de loi du gouvernement est critiqué vivement par l'opposition. Le conflit des prisons maintenant, eh bien ce conflit lui paraît dans l'impasse. La grève s'est encore étendue, 70 prisons sont maintenant touchées par la grève des gardiens et je l'apprends un instant, à la prison d'Angers, il y a eu un début de mutinerie, elle a éclaté il y a quelques minutes. Donc, situation bloquée, et cela malgré les révocations de plus en plus nombreuses prononcées par le ministère de la Justice. Le mouvement dure maintenant depuis une semaine et on ne voit pas très bien ce qui pourrait le débloquer. Pour la première fois, la garde des prisonniers est assurée par des gendarmes mobiles et des CRS. C'est la première fois en France. Cela se passe dans certaines prisons. L'équipe d'Antenne 2, Anne Gainsburger et Philippe Baron, a pu aujourd'hui filmer à l'intérieur de la prison de Fleury-Mérogis. Voici leur reportage. Fleury-Mérogis, bâtiment Détroit. Le passe-partout a changé de main.
La silhouette du gendarme a remplacé celle du surveillant, des gendarmes qui assurent toutes les tâches de la vie quotidienne derrière les barreaux. 250 hommes assistés de quelques non-grévistes qui se relaient jour et nuit auprès des 4500 détenus. Nous avons eu le courrier, les promenades, les premiers soins. La nourriture assurée normalement, tout a été fait dans des conditions normales et c'est même à croire qu'il vaudrait mieux avoir l'armée que le personnel. Vous pensez sincèrement? Moi je vous le dis, je sais que ça ne sera pas aimé, mais il n'y a pas l'agressivité dans le caractère du verbe, vous voyez. Je sais pas, il y a un dialogue qui passe, tout va bien, je ne comprends pas ce qui se passe à l'extérieur. Provocation ou réel constat, car ici rien ne semble avoir changé, rien. Sinon, les nouveaux visages derrière les vitres des miradors. Vous pensez que vous êtes des élèves qui apprenaient vite? Je pense qu'effectivement, c'est le genre de mission auquel nous ne sommes pas confrontés habituellement. Mais il faut savoir que la gendarmerie travaille aussi au Palais de justice de Paris et que c'est la continuité de cette mission qui nous arrive. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile? Le plus difficile, c'est l'accueil des détenus. Nous ne savions pas comment nous allions être reçus, perçus, acceptés. Et il semble que les détenus aient accepté de se plier à nos consignes. Et ma foi, ça se passe dans le meilleur esprit du monde. C'est comme des élèves surveillants. Ils travaillent avec nous. C'est des élèves surveillants pour moi. Ils sont là, ils nous aident dans toutes les tâches. Sur la sécurité de l'établissement, la même chose que nous. Situation qui, pour les non-grévistes et responsables pénitentiaires de la prison de Fleury, ne doit entraîner aucun état d'âme. Les gendarmes mobiles resteront aussi longtemps que le conflit durera. La direction de la maison d'arrêt affirme qu'elle refuse de payer d'un autre prix la sécurité derrière les barreaux. Ce soir, cette nouvelle fermeté du ministre de la Justice. L'État ne peut tolérer que le fonctionnement du service public soit paralysé, a réaffirmé donc tout à l'heure le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange. Mais toutefois, M. Arpaillange a dit qu'il était prêt à recevoir sans préalable les délégations syndicales des personnels pénitentiaires. Nîmes, un an après, souvenez-vous, le 4 octobre de l'année dernière, un véritable raz-de-marée submergeait la ville du Gard. Car en fait d'inondation, c'est véritablement toute l'eau des orages de la montagne qui en quelques secondes avait ravagé la ville. Et en un an, bien sûr, Nîmes a retrouvé son visage, celui d'une belle cité ancienne, et toujours très active. Mais tout n'a pas été très facile. Beaucoup de Nîmois, notamment, ont dû aller s'exiler pour vivre dans d'autres quartiers de la ville. Patrice Velay, Jean-François Giorgetti, reportage. Ça a été vraiment catastrophique. C'était, vous voyez, cette nuit, j'ai pas dormi, à midi, j'ai pas mangé. Ça remue vraiment. C'est une journée difficile. Oui, c'est une journée vraiment bouleversante. Vous voyez, j'avais une photo de maman quand elle était jeune, donc elle est partie dans les inondations et c'est quelque chose que j'étais très attachée et que je n'aurais jamais pu. Un an après, des souvenirs toujours aussi présents pour Simone Lédier, même si elle a tiré un trait sur son quartier Richelieu, livré aujourd'hui à la réhabilitation. Sa nouvelle vie, depuis 2 mois, c'est le village de Romans. Une maison 3 pièces dans un lotissement à l'écart du centre et un intérieur coquet, dû pour l'essentiel à la solidarité. Pour moi, c'est formidable, parce que c'est neuf, on est aéré, c'est très bien. C'est un quartier qui me plaît beaucoup. Pour nous, vous voyez, c'est un réconfort parce que malgré tout, avec tout ce qu'on a perdu et tout, c'est quelque chose qu'on va apprécier parce que ça nous permettra certainement d'oublier beaucoup de choses. Un village tout neuf, 42 logements champignons, spécial sinistrés, construits au rythme fou d'une maison tous les 3 jours. Qu'il s'agisse de la ville de Nîmes ou des différents financeurs, tous ont répondu dans des délais extraordinairement rapides et en tenant le pari qui avait été formulé, à savoir construire en 6 mois dans des prix extraordinairement modérés. Car les loyers ici sont encore moins chers que ceux du quartier Richelieu. Une seconde tranche est prévue pour novembre. Le village de Romans sera alors l'image tranquille de la solidarité nîmoise. Voyons maintenant d'autres informations de l'actualité française, en bref et en images. Et on commence par ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la télévision. Plus de frontières pour les chaînes de télévision dans les 12 pays européens. La décision a été prise à Luxembourg ce matin. Louis Carzou.
Le projet de budget de l'audiovisuel public en nette augmentation pour 1990. Les ressources des radios et télévisions du secteur public devraient progresser de 9,2%, la plus forte hausse depuis 7 ans. Dans le même temps, les 12 de la CEE ont adopté la directive sur la télévision sans frontières. Celle-ci devrait permettre la diffusion d'une majorité d'émissions européennes. L'inspecteur Serge Lecanu, responsable d'un syndicat de policiers, placé en garde à vue dans l'affaire de l'attentat contre un foyer Sonacotra. Le policier aurait des liens avec le parti nationaliste français et européen, dont plusieurs membres ont déjà été inculpés. L'attentat raciste avait fait 1 mort et 12 blessés. Attention, le virus de la grippe 89 s'annonce plus méchant que les précédents. Les spécialistes ont déjà mis au point un vaccin adapté à l'épidémie venu de Singapour et Shanghai. L'an passé, la grippe avait coûté plus de 1 milliard de francs à la sécurité sociale. Rencontre syndicat-gouvernement aujourd'hui pour la fonction publique et les PTT. Michel Durafour a annoncé que la prime de croissance de 1 000 francs versée fin novembre concernerait 4 millions de fonctionnaires. Quant au PTT, la rencontre a essentiellement porté sur la question des classifications. Après 2 jours de baisse, reprise technique ce soir à la Bourse de Paris où l'indice instantané a gagné 1,02% en clôture. Légère hausse également du côté du dollar à 6 francs 37,50 au fixing. Rugby avec un match spectaculaire demain au Parc des Princes et sur Antenne 2. Le 15 de France face aux Lions britanniques, c'est-à-dire une sélection de quelques-uns des meilleurs joueurs du Royaume-Uni. Ce sera à 20h30, aussitôt après notre journal, demain soir donc. En ce moment, l'empire du ballon ovale est en pleine ébullition. Les accusations fusent de tous côtés. Le jeu à 13 accuse le rugby à 15, les Britanniques accusent les Français. Motif, les joueurs français du rugby à 15, en principe ce sont des amateurs, touchent-ils de l'argent? Sujet éminemment polémique avec nos amis d'outre-Manche. Jean Mamère. Voici donc le document qui prouverait que les joueurs de rugby à 15 français sont des professionnels. Il notifie aux joueurs les sommes à ne pas déclarer pour n'être pas imposables. Auteur de la délation, cet homme, David Oxley, président de la très puissante fédération professionnelle de jeu à 13 anglaise. Motif de la délation, ses homologues français ont fourni le document. Las de voir leurs effectifs payés par les quinzistes, il paraît que c'est interdit par le règlement. Résultat, la presse s'en empare et voilà une bien belle affaire à développer. Honnêtement, nous allons demander arbitrage à la Fédération internationale, savoir si les Français sont toujours amateurs, ou bien s'il faut changer le règlement. S'ils deviennent professionnels, au moins là, on saura où on en est. Alertés, les très rigides Britanniques du 15 réagissent. Ils réaffirment tout haut que leurs joueurs, eux, sont 100% amateurs, que God Save the Queen et tout, mais sans convaincre. Les Anglais me font rire, là. Ouais. Ils ont qu'à se regarder dans la glace d'abord. Moi, je sais ce que nous le faisons bien. Et c'est pas les délations des trésistes et de M. Oxley qui me font peur. Nul doute que demain soir, dans la tribune présidentielle, même le bruit des supporters n'empêchera pas le président Ferraz de s'expliquer comme il faut avec les Britanniques. La peinture maintenant avec cette très belle exposition au musée Jacques Marandré à Paris. 300 tableaux de nos grands maîtres, une collection qui court depuis un siècle à peu près, de Monet à Mathieu en gros. Exposition brillante, exposition surprenante aussi. Georges Bégou, Yves Breu. Sous les lambris Napoléon III de l'hôtel de Feu, le baron André, un siècle de peinture européenne. Van Gogh sème le génie des temps futurs, la belle de Bonnard voisine avec un Cézanne enragé. D'un salon à l'autre, les émotions, les étonnements se renouvellent. L'exposition est pleine d'esprit, de beauté, de trouvailles, le contraire d'une leçon d'histoire de l'art. C'était intéressant de lier la jeunesse des artistes à la jeunesse de l'Europe. Et en plus, il y a beaucoup de toiles qui sont complètement inédites, puisqu'il y en a beaucoup que peu de personnes connaissent. Saviez-vous par exemple que Picasso peignait de cette manière en 1895 ? Et cette nature morte, Renoir, Monet, non. C'est Matisse, première époque. Parmi les inédits, 45 dessins de Picasso des années 50, tous dédiés à sa compagne du moment, Geneviève Laporte. Elle était bien jolie et le maître était très amoureux.
Autre originalité, le cabinet des photos de Paris Match. Depuis 40 ans, tous les grands maîtres par les meilleurs reporters. Ici Fernand Léger, là Matisse. Il faut que le photographe comprenne d'abord la sensibilité du peintre, et entre peu à peu dans son jeu, et une fois que il est admis, c'est gagné. Ce sont des photographes très très particuliers qui avaient un sens artistique très poussé, qui ont pu faire ces photos. Au total, une exposition à facettes multiples à savourer des yeux longuement. Après la peinture, le cinéma, sexe, mensonges et vidéo. Rappelez-vous, ça avait été la surprise au dernier festival de Cannes, car ce film, qui est un film un peu marginal, très personnel, un film américain d'un jeune réalisateur de 26 ans, ce film avait remporté la Palme d'Or. Ce film sort demain, mercredi, à Paris et dans toute la France. Reportage Nicole Cornu-Langlois. Everything about sex. Like what? What they've done, what they do, what they want to do but are afraid to ask for, what they wouldn't do. C'est par l'intermédiaire de la vidéo que Graham, ce jeune marginal, décortique la sensibilité des femmes, leurs mensonges les plus intimes et les grandeurs et misères de leur comportement sexuel. Pour le réalisateur Steven Soderbergh, la caméra est une sorte de psychanalyste précis qui met en évidence les secrets des deux couples. Ma caméra, un docteur Freud, pourquoi pas? En fait, chaque personnage se détermine par rapport à l'autre et par rapport à lui-même grâce à la vidéo, oui, psychanalyste. C'est le révélateur. La vidéo sert à mes personnages à obtenir ce qu'ils désirent. C'est lui-même un personnage, la vidéo, qui ne s'exprimerait pas par la parole. Voilà un truc auquel je n'avais pas pensé avant d'avoir terminé le script complètement. Why don't you let me tape you? Doing what? John and Ann don't have sex anymore. Did you make one of these damn videotapes? Yes, I did. Okay, I'm recording. Et vous, que feriez-vous avec cette caméra? Un caméscope, pour moi, ça demeure un mystère. Et puis la vidéo toute seule, ça peut être la mort du cinéma. Les bobines de 8 mm duraient 3 minutes, alors on était obligé de faire attention, tandis que les cassettes vidéo, elles couvrent 2 heures. On est tenté de tourner n'importe quoi et en longueur, d'où les vidéos familiales qui peuvent être parfaitement ennuyeuses. Ce qui n'est pas le cas de ce film qui traite avec humour et franchise de sexe, mensonges et vidéo. I look around me in this town and I see John and Cynthia and you and I feel comparatively healthy. Voilà, chose promise, chose pas forcément due. À la télévision, on est parfois trahi par la technique. Tout à l'heure, je vous ai promis que nous interrogerons en direct et en duplex de Francfort Daniel Cohn-Bendit, qui est maintenant qui est élu au Parlement de Francfort, et nous voulions parler avec lui de l'exode des Allemands de l'Est en Allemagne de l'Ouest. Malheureusement, nous avons été trahis par la technique, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas pu obtenir la liaison avec Francfort ce soir, et nous discuterons donc de ce problème avec Daniel Cohn-Bendit un autre jour. De toute façon, c'est un problème grave, important, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir très souvent dans les prochaines semaines. Merci donc. Voilà, fin de ce journal. J'ai à vous donner un résultat tiercé. Le voici tout de suite. Le tiercé quintet plus, alors c'est 15, 16, 14, 7, 12. Alors le tiercé c'est 15, 16, 14, ça vous avez compris. 7 et 12 c'est pour le quintet plus. Je ne sais pas si on a encore les rapports, si on les a, ils apparaissent sur l'écran. Si on me voit, c'est qu'on ne les a pas. Donc vous les aurez dans la dernière édition. C'est vers 23h30 avec Henri Sagnier. Et puis demain, n'oubliez pas Télématin, c'est à partir de 6h30, avec un invité qui pourrait bien être bientôt prix Nobel de la paix dès cette semaine. C'est l'abbé Pierre, qui est un des favoris effectivement du prix Nobel cette année, que François Ponchelet interrogera dans les 4 vérités de Télématin à 7h45. Bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.